C'est quoi à la base Nexium? Tout commence en 1998 alors que Kate Raniere et Nancy Salzman cofondent Nexium. À la base, Nexium est une entreprise de développement personnel. Elle offre des activités de groupe dans le but de s'améliorer en tant que personne. Et c'est ce que les adeptes seront toujours persuadés, même lorsque les discours et les pratiques seront dérangeants, qu'ils font cela pour devenir une meilleure personne. Alors, qui sont Kate Raniere et Nancy Salzman? Kate est né en 1960 à New York. Depuis son enfance, il est persuadé qu'il est plus intelligent que les autres. Il va créer en 1990 sa première entreprise qui est appelée The Consumer Byline, qui est basée sur un système de vente pyramidal. Alors qu'elle était investiguée par 25 États, l'entreprise ferme en 1996. Il cofonde Nexium avec Nancy Salzman et il sera ce qu'on appelle un leader ou un gourou. Il est admiré par les fidèles et se donne même les noms de Vanguard et Grandmaster. Il clame haut et fort qu'il est diplômé en mathématiques, biologie et physique. Pourtant, après vérification, c'est loin de la réalité. Nancy Salzman, elle, a étudié l'hypnose et la programmation neurolinguistique. Il s'agit d'une façon particulière de parler pour être convaincant et aussi d'apprendre à interpréter des signaux physiques pour mieux comprendre son interlocuteur. Elle cofonde Nexium avec Kate et se considère comme sa première victime. Le documentaire sur lequel est basée notre recherche s'appuie sur l'expérience d'India Oxenberg. Nous ne fuirons donc à son histoire pour comprendre le fonctionnement de Nexium. Un jour, Catherine Oxenberg et sa fille India Oxenberg décident de s'inscrire à un atelier de développement personnel nommé ESP ou Executive Success Program après qu'un de ses collègues lui ait recommandé. La formation coûte 3 000 $ par personne et se déroule sur 5 jours. Elle se laisse convaincre lorsqu'elle apprend que de nombreuses célébrités y ont participé. Dès le début, on cite que ce qui empêche India de développer son plein potentiel, c'est la trop grande influence de sa mère, autrement dit, qu'elle lui accorde trop d'importance dans sa vie. On va donc, dès le départ, la séparer de sa mère pour rendre l'atelier soi-disant plus avantageux pour son développement. Le discours est orienté vers la responsabilisation de la femme. On leur dit qu'être responsable, c'est choisir de ressentir nos sentiments, et on leur fait répéter « Je ne choisirai pas d'être une victime ». Ces discours ont deux sens. Les Oxenberg ont choisi de le voir comme étant valorisant et féministe. Durant la 5e et dernière journée de la formation, tous les participants font une analyse de sens. Il s'agit d'une discussion qu'ils ont avec leur formateur devant leur groupe, durant laquelle ils décident de travailler sur quelque chose dans leur vie. Les guides sont doués pour détourner la conversation et amener les participants à dévoiler leurs secrets et faiblesses. Replonger dans leurs souvenirs et traumatismes donne vraiment l'impression aux gens d'avoir progressé. Ce sera d'ailleurs le cas de Catherine, qui sera si satisfaite de son analyse de sens qu'elle laissera de côté des détails inquiétants qu'elle a pu remarquer, comme de devoir remercier la préfète et le Vanguard. Représentant Nancy et Kate, lorsqu'elles rentrent dans une pièce, et le système d'écharpe qui classe les gens selon leur titre, un peu comme au judo. À la fin de l'activité, les deux femmes sont satisfaites du discours encourageant teinté de féminisme. C'est donc dans cette optique que Catherine va accepter la demande de Nancy Salzman d'être l'hôte de l'atelier Jonas. Cependant, cette fois-ci, le discours change un peu. En fait, le but de la formation est de comprendre ce que ça veut dire d'être une femme en mettant l'accent sur les relations hommes-femmes et la sexualité. On y tient des propos comme « les hommes sont responsables des femmes, mais les femmes ne s'en rendent pas vraiment compte » ou encore « les hommes sont très linéaires, logiques et les femmes laissent libre cours à leurs émotions et manquent de structure et de caractère ». Cette fois-ci, il n'y a pas place à interprétation. Le programme n'est que pure misogynie. À la fin de la formation, Catherine n'est plus très enthousiaste. Elle décide de finir les formations déjà payées et de laisser tomber Nexium. Toutefois, India décide de continuer à suivre des cours car elle s'est créé un réseau d'amis. La jeune femme, qui n'a alors que 20 ans, passe de plus en plus de temps dans l'organisation. Pas tant pour les propos qui y sont tenus, mais plus pour les amitiés qu'elle y a créées. Par contre, même si elle n'est pas là pour l'idéologie, elle finit par y adhérer, à force d'entendre les discours. De toute façon, si elle remet en question quoi que ce soit, on l'accuse d'être réfractaire et on la voit passer d'autres formations. L'effet de groupe joue aussi un rôle majeur. Lorsque tout le monde autour de soi pense et agit pareil, on ne se pose plus de questions. Au bout de quelques mois à s'impliquer et à passer des formations, India va être promue au titre de coach. Elle travaille donc 7 jours sur 7 sans toutefois être payée. Durant ce temps, alors que Catherine finit la formation niveau 2 à laquelle elle avait déjà payé, elle remarque que l'hôte de l'événement dort au sol alors que son mari dort dans le lit. La femme lui explique que c'est parce qu'elle fait pénitence. Cet incident, combiné aux accusations de pédophilie dans le Times Union contre Keith, pousse Catherine à totalement décrocher de Nexium. Elle fait vite part de ses inquiétudes à sa fille, mais India ignore ses avertissements. Comme toute secte qui se respecte, Nexium avait préparé ses adeptes à des nuisances extérieures. Ils leur disent « Fiez-vous à votre propre expérience, vous nous connaissez, vous connaissez le programme. Les gens qui parlent contre nous sont juste jaloux de notre succès. » En plus, Nexium et Lisa Brufman, héritières de leur père multimilliardaire, elles utilisent leur argent pour faire taire les victimes, contenir les informations et supporter financièrement la secte.
Pour la première fois, India va partir à la Vanguard Week, ou V-Week. Il s'agit d'un camp d'été pour adultes qui a lieu à chaque été pour souligner la fête de Keith. Durant la soirée d'hommage, tous les membres des différents centres présentent une danse devant Keith comme cadeau de fête. C'est la première fois qu'India remarque qu'il salue tout le monde en leur donnant un bisou sur la bouche. Même si elle trouve ça bizarre, elle le fait, parce que tout le monde d'autre le fait. Ce sera la première fois qu'elle rencontre Keith en vrai. À présent, le but d'India est de devenir guide pour être payée pour son travail. Pour y arriver, elle doit être très impliquée, faire beaucoup de formations et de recrutement. Le système d'échelon est nommé Stripe Pass. C'est un système d'échappe similaire au ceinture de judo. Le classement va ainsi: étudiant, entraîneur ou coach, guide, guide principal, conseiller, conseiller principal, prophète et vanguard. À ce moment, Nexium monopolise la vie d'India. Elle y passe tout son temps et son énergie en vue d'une promotion de guide. Et si elle délaisse moindrement la secte pour un autre projet, les supérieurs la font culpabiliser et lui envoient des messages constants. Elle va donc s'engager davantage dans la secte. Elle va passer différentes formations qui lui sont conseillées, comme le Genius Track et le SOP Complete. La formation Genius Track est destinée aux hommes dans le but d'améliorer leurs relations et de bien comprendre leur rôle. On dit aux participants qu'ils ne sont pas naturellement monogames et qu'il est normal qu'un homme ait envie de coucher avec différentes femmes et qu'un homme n'a pas besoin de justifier ses actes à sa femme. Qui brûle constamment les limites entre viol et consentement et diffuse l'idée selon laquelle un viol n'en est pas un si la victime ne le voit pas en tant que tel. Il ira jusqu'à dire que la personne qui se dit victime est celle qui abuse. India a pu assister à cette formation et après qu'elle a exprimé de la gêne envers ce sujet, on lui suggère de faire une analyse de sens dans le but de la convaincre ou de trouver ce qui la gêne. Elle va ensuite suivre le cours SOP Complete, qui permet aux femmes d'assister à la formation SOP exclusive aux hommes. SOP se définit par Society of Protectors, comme son nom l'indique. Le programme est extrêmement misogyne. Kate va y dire des choses comme « Quoi qu'on veut, on le fait » et elle apprécie. La formation se déroule sur 6 jours et est vendue aux femmes comme une façon de comprendre ce que les hommes vivent. On leur fait porter des vêtements larges sous prétexte qu'elles ne doivent pas attirer l'attention sur leur corps et on leur fait faire beaucoup d'activités physiques alors que leur alimentation est super contrôlée et restreinte. Avant de commencer le stage, les femmes doivent s'engager à recevoir tout type de remarques. Par exemple, un jour, alors qu'India portait des souliers roses durant le stage, le responsable lui a dit « À chaque fois que tu portes ces chaussures roses, j'ai juste envie de te baiser. » Malheureusement, après plus de 2 ans passés dans Nexium, India ne s'est pas sentie offusquée. Non, elle se sentait gênée, humiliée et surtout coupable, comme si elle avait fait quelque chose de mal, comme si porter ses souliers roses était une torture pour lui en tant qu'homme. Ce n'est pas tout. Les femmes n'avaient pas le droit de répliquer face aux moqueries et commentaires désobligeants des hommes. On leur donnait aussi des surnoms et des mantras qu'elles devaient répéter plusieurs fois pour avoir la permission de parler. Celui d'India était « Je ne suis rien et je n'ai aucune émotion ». Ce programme pousse juste les femmes à se détester et à se soumettre pour éviter l'humiliation. Suite au SOP Complete, on incite les membres à payer 50 $ par mois pour faire partie d'une équipe et les former à leur réactivité. India décide de s'inscrire et donc chaque jour, les membres des équipes du monde entier reçoivent un texto « Prêt » et chaque membre doit répondre par « Prêt » dans les 60 secondes qui suivent. Si quelqu'un de l'équipe échoue, il y a une punition pour toute l'équipe, comme une douche froide, se lever à 4 heures du matin, etc. C'est à ce moment que le Dr. Brandon Porter intègre la secte. Ce médecin interne va, à l'image des terribles docteurs de la Deuxième Guerre mondiale, passer des tests inhumains sur les adeptes. Déguisé en formation nommée Expérience de peur, il va montrer aux femmes des vidéos de mutilation et de violence extrêmes et filmer leurs réactions. On interdit aux femmes de partir une fois qu'elles ont débuté l'expérience sous prétexte que ça ferait échouer l'expérience. La dernière scène présentée aux participantes est une vraie vidéo montrant des membres d'un cartel en train de découper et de démembrer des femmes encore en vie. Les victimes de cette expérience ressortiront traumatisées et marquées à vie par cette violence. Fin 2015, India rencontre Alison Mack et l'envie car elle réussit à gravir vite les échelons et à atteindre le titre de guide qu'elle convoite. Lorsqu'Alison l'approche, elle est flattée d'avoir l'attention de quelqu'un d'aussi formidable. À ce moment, India ne va pas super bien. Elle ne réussit pas à gravir les échelons, elle ne gagne pas d'argent, elle est épuisée, toute sa vie tourne autour de Nexium et elle a l'impression que ça ne l'amène nulle part. Alison lui propose donc une solution pour l'aider. Cependant, avant de lui dire de quoi il s'agit, India doit lui donner une garantie, comme un acte de propriété, des photos compromettantes, des secrets de famille, etc. On leur dit que la garantie est un moyen de prouver leur engagement, alors qu'il ne s'agit que de pur chantage. Une fois sa garantie donnée, Alison lui parle du DOS, signifiant The Minus Obsequious Sororium, en français « femme esclave dominée ». Alison la convainc que rien ne peut la valoriser et la faire évoluer autant, et que Keith n'a rien à voir avec cette organisation. India se sent privilégiée qu'Alison ait pensé à elle, mais certains détails la font hésiter.
India doit prendre un engagement de toute une vie et lui promettre une obéissance ultime. Allison définit l'obéissance ultime comme « Tu devras me demander la permission quoi que tu fasses dans ta vie ». Alors que India lui raconte ses craintes, notamment le fait qu'elle profite de cette relation de pouvoir lui faire du mal, Allison s'offusque qu'elle puisse penser une telle chose d'elle et la fait sentir coupable. India accepte alors de participer au DOS. Il faut se rappeler qu'à ce moment, les femmes sont tellement usées par leur formation qu'elles n'ont plus la capacité de prendre des décisions. Le DOS fonctionne par mission. Allison envoie régulièrement des défis à India qu'elle doit relever pour l'aider à s'améliorer. Par exemple, India doit partager à Allison ce qui la rend vulnérable et mal à l'aise, elle doit perdre du poids pour prendre confiance en elle, elle doit envoyer un bonjour maître et un bonne nuit maître à chaque jour, et un peu plus tard, elle doit séduire Kate. India doit déménager avec Allison à Albany. Elle est chargée de faire à manger, de faire le ménage et en plus de suivre des formations et d'être coach. En plus de ses obligations, India est constamment occupée avec les défis d'Allison. Si elle ne les réalise pas à temps, elle reçoit des conséquences comme faire la planche, des douches froides, aller dans la neige à 3 heures du matin ou simplement des signes de désapprobation qui la font culpabiliser. Durant ce temps, elle commence à aller marcher avec Kate en soirée. Il est une oreille attentive et India se sent libre de se confier. Évidemment, Kate va se servir de ce lien pour extirper des informations utiles pour la faire chanter en cas de problème. Maintenant qu'elle est déménagée avec Allison, celle-ci l'oblige à suivre un régime très intense, dans l'objectif de peser 48 kg ou 105 livres. India n'a droit qu'à 500 calories par jour et doit demander l'accord de son maître avant d'ingérer quoi que ce soit. Cet exercice de rigueur et de modération n'est en fait qu'un moyen d'exercer un contrôle sur ses victimes, puisqu'elles sont si affamées et épuisées qu'elles n'ont pas l'énergie de tout remettre en question. Après quelques semaines de cette diète hyper restrictive, India commence à perdre ses cheveux et elle arrête d'avoir ses règles. Elle demande donc à Nancy Salzman et Allison si c'est normal, et elles lui répondent que c'est tout à fait normal et que ça leur est arrivé à elles aussi. Le pire dans tout ça, c'est que les régimes que suivent toutes les esclaves sont demandés par Kate pour correspondre à ses préférences esthétiques et sexuelles. Quelques mois après s'être engagée dans le DOS, India va rencontrer les 3 autres esclaves d'Allison avec qui elle va très bien s'entendre. Lors de la soirée, Allison va exiger qu'elle prenne une photo de groupe nu. Elle envoie cette photo à Kate sans le consentement des filles, mais une des esclaves le remarque et est scandalisée par la réponse de Kate. « All mine ?» Elle va confronter Allison, mais celle-ci va devenir très fâchée qu'elle ait fouillé dans ses affaires. Comme punition, elle force les 3 femmes à prendre des photos très explicites. C'est d'ailleurs à partir de ce moment qu'Allison va commencer à demander des garanties tous les mois. Le programme avec ces garanties, c'est qu'après plusieurs mois, elles sont prises au dépourvu. On leur suggère d'envoyer des faux témoignages de viol envers un proche, mais parce que ce genre de déclaration a le potentiel de faire du mal à un être cher, les filles décident d'envoyer des images à caractère sexuel. Ce n'est pas tout. Dans le but de la faire sortir de sa zone de confort et dépasser ses peurs, Kate commence un exercice avec India, dans lequel, à n'importe quel moment du jour, quand Kate lui demande, elle doit prendre une photo très intime et lui envoyer immédiatement. India est très mal à l'aise, mais Kate la convainc que c'est seulement pour qu'elle puisse évoluer et qu'il n'en retire absolument rien. À partir d'un moment, cet exercice va un peu plus loin. Allison suggère à India de demander de l'aide à Kate pour dépasser ses problèmes avec le sexe. Même si India ne juge pas avoir de problème, l'idée de contredire Allison est impensable, et donc elle accepte un soir de rejoindre Kate. Après l'avoir questionné sur ses expériences sexuelles, il va effectuer des préliminaires. India est inconfortable et terrorisée. Par la suite, mais il ne se passe rien. Elle se convainc donc qu'il faut vraiment faire ça pour l'aider et qu'il n'en retire, en effet, rien sexuellement. Ces rendez-vous dureront 1 an. Elle est chanceuse dans la malchance, car Kate se livre à des pratiques sexuelles encore plus dégradantes avec d'autres femmes du DOS, en les menaçant de divulguer leurs garanties. Kate Ranière est un homme profondément dérangé. Une des pires punitions qu'il a données a été d'enfermer une jeune fille pendant presque 2 ans, seule, dans un appartement, parce qu'elle lui avait avoué être amoureuse de quelqu'un d'autre. À l'époque, il l'obligeait à avoir des rapports sexuels avec lui, même si elle était mineure. Le plus scandaleux dans toute cette histoire est que la porte de l'appartement n'était même pas verrouillée. Kate l'avait tellement convaincue que ce qu'elle avait fait était mal qu'elle purgeait sa punition de son plein gré. Son journal intime a été retrouvé et elle délirait complètement. Ce n'est pas le seul cas d'agression sur mineur. Kate affirme dans une vidéo « Je vais évoquer des choses un peu crues, comme violer un bébé. Vous imaginez ce que ça vous ferait si vous étiez juste un être primitif, quelqu'un guidé seulement par ses instincts. C'est pas un bébé, c'est quelque chose qui vous fait du bien, comme si c'était de la chair, ça revient à ça. » Le nombre de victimes de Kate est immense. Les gens avaient peur de le dénoncer car à cause des sœurs Bronfman, Nexium possède une bonne équipe d'avocats et beaucoup d'argent pour contenir les accusations. Ça fait 5 ans et demi que India fait partie de Nexium et du DOS depuis 1 an. Sa vie est extrêmement chargée avec les demandes du DOS, son régime restrictif,
Ses cours de Nexium, les tests de réactivité, les garanties, les marches nocturnes et les sessions avec Kate. C'est au moment où India croit qu'elle ne peut pas en prendre plus qu'on lui ordonne de recruter des esclaves. India n'a vraiment pas envie de recruter, mais Kate et Allison lui mettent beaucoup de pression. Quand elle ou des participants montrent des réticences face au recrutement, on lui conseille une analyse de sens. India les a donc enchaînés jusqu'à être totalement insensible. Elle a réussi à recruter 3 esclaves et on lui donne la consigne stricte de ne pas dévoiler que Kate est derrière le dos. India est forcée de demander des garanties à ses esclaves. En janvier 2017, Allison l'informe qu'une cérémonie va avoir lieu pour les esclaves de deuxième ligne et qu'elle doit y participer. Elle précise que ça implique une marque sur le corps qui est définie comme une sorte d'engagement éternel envers le dos. On leur dit que la marque représente des éléments comme le feu, l'eau, la terre, le vin, etc., alors qu'il s'agit en fait des initiales de Kate à l'envers. Cette expérience a pour but de rapprocher les esclaves et de leur forger un caractère. La cérémonie se déroule dans la chambre d'Allison. Elle exige que ces 3 esclaves soient complètement nus. India est la première à passer. Elle s'allonge sur la table pendant que les autres lui tiennent les bras et les jambes. Une docteure du dos va alors commencer à tracer les marques avec un stylo à côté risé. À ce moment, India ne ressent rien. Elle a l'impression d'être à l'extérieur de son corps alors qu'elle vit une situation extrêmement douloureuse. Le marquage dure 30 minutes pendant lesquelles Allison récite un long texte. Ressent la douleur, ressent l'amour. Après avoir vécu cette expérience traumatisante, India doit regarder les autres femmes subir le même sort. Surprenamment, India retire du marquage une expérience positive. Elle le voit comme un défi qu'elle a pu relever avec les femmes qu'elle aime. En avril 2017, Catherine Oxenberg reçoit un appel d'une ancienne de Nexium, Bonnie, la femme de Marc Vicente, un membre haut gradé. Elle lui dit qu'elle doit sauver sa fille parce qu'elle court un grave danger. Bonnie lui explique en détail ce qu'est le DOS. Affolée par ces révélations, Catherine essaie de confronter sa fille, mais India se referme davantage et arrête totalement de parler à sa mère. Catherine appelle ses contacts, la police de l'État de New York, des détectives privés, des juges, des avocats, mais aussi les agents du FBI sur place à Albany. Ils répondent que, étant donné qu'India est majeure, elle est considérée comme consentante et ils ne peuvent rien faire. Même si le fait qu'elle ait transmis des informations compromettantes annule tout consentement, la cause de Catherine tombe comme dans l'oreille d'un sourd. Habitant aux États-Unis, il n'y a que très peu de lois encadrant le pouvoir coercitif. En 2017, plusieurs membres influents décident de quitter Nexium après qu'ils aient découvert l'organisation du DOS. Cela va créer un sentiment d'incertitude et de remise en question au sein de la communauté. Le 5 juin 2017, Frank Parlato, l'ancien responsable de presse de Kate, publie dans le Frank Report l'article Brandon Slave and Master Raniere. Grâce aux informations données par Catherine, c'est la première fois que des informations du DOS sont révélées au grand jour. Les esclaves d'India et bien d'autres décident de partir. India en est soulagée car elle n'aura pas besoin de leur faire subir la mission de séduction ou le marquage. Lors de la 6e V-Week, le nombre de participants est beaucoup plus restreint, environ 150 personnes. On leur dit de ne pas croire ce qu'on peut lire sur Internet, que tous ceux qui partent sont faibles et que les vrais fidèles sont ceux qui restent. Dr. Jana Lalich, experte en sectes et auteur, explique que le fait que le scandale explose peut inciter certains à partir, mais pour d'autres, cela renforce d'autant plus leur foi qu'ils s'ancrent plus encore en eux. C'est le cas d'India qui reste et croit aveuglément en Kate. On explique à Catherine que les petites sectes comme Nexium sont les plus dangereuses, car les gourous étant proches de leur communauté ont une très grande emprise. Catherine se lance comme mission de percer cette bulle à tout prix. Elle prend la décision de rendre l'affaire publique pour que les forces de l'ordre décident d'agir. Un article dans le New York Times accusant Nexium de secte sexuelle et de marquer ses membres au fer rouge à l'effet d'une bombe. Toute la force de l'histoire réside dans la folie des abus qui ont lieu. Les membres de la secte se font demander en entrevue. Des journalistes débarquent sur le site Albany et tous les maîtres demandent à leurs esclaves de détruire tout ce qui mentionne le DOS. C'est la panique. Les médias inondent India de messages et Catherine dévoile des détails sur India à la presse comme le fait qu'elle n'ait plus ses règles et qu'elle perde ses cheveux. India voit cela comme de la trahison. Elle ne veut pas être associée à ces articles qu'elle croit pleins de mensonges. Catherine, n'atteignant pas les résultats escomptés avec les articles, décide de passer à la télé et de participer à des talk-shows. La deuxième vague est encore plus forte, mais India se laisse convaincre par la secte que sa mère est folle, qu'elle veut détruire la réputation de sa fille ou qu'elle n'est qu'une actrice en manque d'attention. Catherine reçoit des lettres de menaces ou d'accusations d'escroquerie et d'harcèlement venant des membres de Nexium, mais sa visibilité et sa protection. Ce serait trop suspect s'il lui arrivait quelque chose. L'enquête qui était déjà en cours prend une toute autre ampleur. On y dédie une équipe d'agents du FBI et on commence à rencontrer des témoins et victimes. En novembre 2017, Kate fuit au Mexique pour essayer d'échapper aux enquêtes en cours. À Albany, le monde d'India est chamboulé. Elle n'a plus de contact avec sa mère, le soutien de Nexium est beaucoup moins présent et beaucoup de gens quittent la communauté. Elle déménage à New York dans un petit appartement avec Allison.
Même si les formations de Nexium ne sont plus en fonction, India reste très impliquée au DOS et teste leur activité. En février 2018, un mandat d'arrêt est émis contre Kate. Il ne reste plus qu'à le retrouver. Au même moment, Kate convoque les esclaves de premier rang comme Allison et Lorraine Salzman, la fille de Nancy, d'aller le rejoindre au Mexique. Heureusement pour la police, une des filles publie une photo sur son Instagram qui permettra la localisation du gourou. La police locale débarque armée et arrête Kate. Il est reconduit aux États-Unis par la police mexicaine et est assigné à comparaître. India retourne finalement vers sa mère lorsqu'elle voit tous les gens en qui elle avait confiance être accusés. Elle rencontre une avocate et une psychologue pour l'aider à cheminer. Au grand soulagement de tous, le 27 octobre 2020, Kate est déclarée coupable de tous les chefs d'accusation, entre autres trafic sexuel, exploitation, contrôle coercitif, pour un total de 120 ans de prison. Au final, Allison Mack est condamnée à 40 ans pour trafic sexuel. Claire Brofman est condamnée à 6 ans 9 mois de prison pour extorsion, en plus d'une amende de 6,5 millions. Nancy Salzman risque jusqu'à 20 ans de prison pour complot, extorsion, fraude électronique et bien d'autres. Lorraine Salzman risque jusqu'à 40 ans de prison pour des raisons similaires à sa mère et étant anciennement membre du conseil d'administration. Même si Kate est en prison, un petit groupe de personnes l'attend et le vénère. En juillet 2020, ils sont même allés danser sous les fenêtres de sa cellule à Brooklyn. Nous considérons que Nexium est lié au concept de dérive sectaire. Premièrement, car les membres sont constamment manipulés mentalement, réduits à la soumission et subissent régulièrement des atteintes à leur intégrité, viol, régime, privation de sommeil. Par ailleurs, ceux-ci sont incités à rompre leurs liens extérieurs, qu'ils soient familiaux, collégiaux ou amicaux, et doivent parfois même déménager pour se consacrer pleinement au groupe. De plus, la doctrine se présente comme exclusive et donne des discours antisociaux. En effet, Nexium empêche ses membres de douter de ses paroles et pousse chacun à couper les ponts avec leur environnement initial. Vers la fin, ce groupe aura même des démêlés judiciaires, dont plusieurs emprisonnements. Serait-il justifiable ou non d'instaurer une loi tentant à renforcer la prévention et la répression face aux nouveaux mouvements religieux? Bien sûr, car de telles organisations comme Nexium ne devraient même pas avoir la possibilité d'exister. La raison est simple, la prévention joue un rôle majeur. Effectivement, si les victimes avaient été alertées des signes d'une dérive sectaire, manipulation, organisation pyramidale, discours antisocial, doctrine exclusive, etc., elles se seraient rendues compte plus tôt et par elles-mêmes de la dangerosité de Nexium. Ainsi, oui, il serait justifiable d'instaurer une loi tentant à renforcer la prévention et la répression de nouveaux mouvements religieux, car cela diminuerait grandement le nombre de victimes ignorantes et inconscientes de la menace des sectes. Concernant les points forts et les points faibles du projet, il y a de nombreux points positifs à notre projet. Pour commencer, nous avons été informés du danger des sectes. En effet, que ce soit en faisant de la recherche sur Nexium ou en écoutant des témoignages de victimes, nous en avons appris plus sur la réalité macabre de ce groupe. Nous sortons donc de ce projet avec plus de connaissances sur les sectes et de l'empathie envers les malheureux qui ont été pris au piège par ces individus mal intentionnés. Puis, l'aspect visuel de notre projet est un point fort. Dans notre podcast, nous avons inclus des images pour que ceux qui visionnent notre vidéo sachent à quoi ressemblent les personnages dont nous parlons. Le seul aspect négatif de ce projet est le manque d'informations, qui a parfois rendu notre recherche difficile. À part quelques reportages, Nexium a reçu moins d'attention médiatique que d'autres nouveaux mouvements religieux comme la Wicca, qui est de plus en plus populaire ces temps-ci. Nous avons aussi l'impression que beaucoup d'anciennes vidéos et photos ont été enlevées, ce qui a compliqué notre projet. C'est ce qui conclut notre projet sur Nexium. Merci de nous avoir écoutés.